Merci, M. Badi. Donc, c'est tout un honneur. Après notre première entrevue la dernière fois, ma première question, j'en ai deux. C'est comment vous expliquez que le sentiment d'humiliation soit toujours aujourd'hui le moteur des relations internationales, quand on sait que les humiliations historiques n'ont pas encore fini d'être digérées, parlant des guerres, de la colonisation par endroits, mais aussi des traités injustes, notamment parlant du traité de Lausanne, entre guillemets, s'agissant de la Turquie. Où sommes-nous condamnés à rester éternellement dans ce système-là, qui est fondé sur la hiérarchie ou la domination? Vous savez, d'abord, il faut bien comprendre que l'humiliation appartient au subjectif. J'ai commencé en expliquant à quel point le subjectif était déterminant en relations internationales. L'humiliation, fondamentalement, c'est un sentiment. Et vous ne pouvez pas décider du sentiment de l'autre. Si l'autre, rien par exemple ne m'étonne plus, pour employer un terme plus grossier, que les gens qui vous disent « Ah, les Russes se disent humiliés, mais c'est pas vrai, ils sont pas humiliés ces gens-là, non mais quoi, ils se prennent pour qui ?» Non. Vous ne pouvez pas décider à la place d'un autre, savoir s'il est humilié ou pas. Donc on est dans un subjectif. Or, qu'est-ce qui anime, attise, renforce, consacre un sentiment? C'est ce que je vous disais au début, c'est la communication, c'est la visibilité. Dans un monde de non-communication, l'humiliation, elle est très faible, parce que rien ne se voit. Ce qu'il y a de plus insupportable dans une humiliation, c'est sa nature publique. Si vous me prenez au coin de la rue, que vous me foutez des baffes, que vous me traitez de tous les noms, qu'il n'y a personne autour, je ne serais pas très content, mais je me dirais, ça fait rien. Si vous faites la même chose devant l'ensemble de la collectivité, je me sentirais profondément humilié. Donc, un monde de visibilité est un monde qui renforce très sensiblement l'humiliation. Et ça, il faut le comprendre. Nous sommes dans un monde de communication, donc dans un monde où l'humiliation va passer en tête. Alors, évidemment, et c'est là que les choses deviennent difficiles. Cette humiliation subjective, sincère, elle est souvent objectivée et instrumentalisée. Monsieur Poutine a incroyablement instrumentalisé l'humiliation de la Russie post-89. Et donc, vous avez des stratèges de la réaction contre l'humiliation. Et la revanche devient non pas un sentiment, mais d'abord une stratégie. Voilà. Et ça crée du coup un cercle vicieux amplificateur, et c'est la raison pour laquelle l'humiliation est de plus en plus marquée. Alors, du coup, moi, Poutine, je m'en fous de tout ça, mais simplement, si je veux garder mon pouvoir et le consolider, il faut que je dise, vous savez ce qu'il dit à son peuple, Poutine? Il dit « Let's make Russia great again ». Oui, c'est lui qui a inventé, l'autre l'a traduit en anglais. Donc, il en a fait une stratégie. Au nom de cette stratégie, pour plaire à ceux qui se sentent sincèrement humiliés, il a besoin d'humilier les autres. Humilier l'Ukraine, humilier les Européens. Et Dieu sait s'il en envoie des baffes à l'Europe. Voire humilier les États-Unis. Enfin, rappelez-vous cette scène absolument incroyable qui n'a même pas été commentée à Anchorage. Moi, je rentrais à peine de vacances, paf, réquisitionné pour aller commenter ça. Où on voit Trump sur le tarmac applaudissant Poutine. Bon, l'autre, vous avez vu ce qu'il a fait, l'autre? Il l'a à peine regardé. Vous n'avez pas vu Poutine applaudir Trump, ça va. Et tu m'as préparé un déjeuner, tu peux te le mettre quelque part, j'irai pas.
Une conférence de presse, tu parles, je vais faire une déclaration, mais il n'y a pas de conférence. Un communiqué commun, tu peux toujours courir. Il a humilié truc. Et donc, l'humiliation devient presque un jeu international banal. Très bien. Alors, merci. La seconde question, c'est encore en rapport avec la Guinée. C'est comment ce concept d'humiliation dont vous faites état permet d'éclairer, d'accord, la relation particulière qu'entretient la Guinée avec les puissances extérieures depuis 1958. Alors, je le rappelle, la Guinée, c'est quand même le premier pays indépendant de l'Afrique francophone. Et jusqu'aux dynamiques actuelles avec notamment le gisement de fer Simandou, où on assiste à une sorte de polyamour que vous avez évoqué, où il y a à la fois la Chine, la France, les États-Unis et aussi les Australiens qui sont présents sur le terrain. Comment éclairer, enfin, comment vous expliquer que ce concept d'humiliation puisse encore, si vous voulez, se perpétuer dans le temps? En dehors de 58 avec l'humiliation qu'on a connue avec la France et avec l'époque actuelle. Hélas, l'Afrique est un terrain idéal pour l'humiliation. C'est très triste de devoir dire des choses pareilles, c'est surtout scandaleux. Mais la France-Afrique qui est née au lendemain des indépendances, ça a été l'humiliation permanente. Enfin, quand un ancien président de la République française, taularde de son État, va à Dakar pour dire l'Afrique n'est pas entrée dans l'histoire. Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? Si un type venait en France en disant la France n'est pas entrée dans l'histoire, mais vous vous rendez compte, tous les Mimile et Dupont la joie, ils auraient tout cassé. Bon. Quand un autre président de la Ve République va à Ouagadougou et que le président burkinabé, M. Kaboré, assis à côté de lui, tout d'un coup se lève et que ce président de la République se permet de dire publiquement devant des étudiants, puisque ça se passait à l'université de Ouaga, il est parti réparer la clim. Moi, il se trouve que je suis passé à Ouaga quelques semaines après, et tous mes collègues burkinabés me disent, mais est-ce qu'il aurait dit ça de Mme Merkel, qui était encore au pouvoir à l'époque? Parce qu'il aurait dit, elle est partie faire le ménage. Non, mais vous vous rendez compte, le truc. Bon. Mais on pourrait continuer indéfiniment. Chirac à Bouaké, rappelez-vous, lors de la guerre civile ivoirienne, décidant de casser toute l'aviation militaire ivoirienne, Mitterrand se compromettant avec les génocidaires Hutus, Giscard disant aux Comoriens, vous avez voté 90% pour l'indépendance, mais je garde Mayotte parce que j'en ai besoin. Enfin, bon, ça a été une chaîne de reproduction. Mais après, quand ont débarqué les Wagner, vous croyez que ce n'était pas une humiliation aussi? Ce qui se passe au Mali actuellement, ce n'est pas une humiliation. C'est-à-dire que cette incapacité de traiter ce continent d'avenir, ce continent qui, à la fin de ce siècle, va compter 40% de l'humanité, ce refus de le prendre en compte, cette manière de faire de son mépris, du mépris à son égard, une sorte de monnaie d'échange, et ça mène à la catastrophe. Moi, j'ai eu la chance d'aller faire des conférences à Bangui. Bangui, c'est vraiment un État effondré, ce qui est une autre source d'humiliation. Bon, j'ai été assez mal accueilli par les étudiants centrafricains, ce que je comprends très bien, parce qu'ils disaient, mais c'est ce mec, la France nous méprise, et puis un type qui veut bien nous faire une conférence, puis au bout d'un quart d'heure, on s'est bien compris, on s'est adoré, on a passé le reste du temps à faire des selfies. Bon. Mais les mêmes étudiants, dont j'avais vu la pertinence du jugement, je les vois à la sortie de l'université, ils brandissent des drapeaux russes. Ben, pourquoi? C'est une façon de réagir contre l'humiliation que la France leur a infligée. C'est-à-dire, on est dans le cercle vicieux. Et après, ils vont se faire humilier par les Russes. Donc, je pense que si on ne laisse pas l'Afrique aux Africains, si on ne reconnaît pas l'Afrique comme étant cette
40% de l'humanité qu'elle est en train de devenir, eh ben, on va vers un risque d'implosion de la planète. Mais je peux vous donner un exemple qui n'est pas africain. Il y a quelques jours, M. Macron a reçu Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne à Paris. Il y a eu un communiqué. Qu'est-ce que j'ai vu dans ce communiqué? Mais une phrase que personne n'a relevée, qui est: la France et l'autorité palestinienne sont d'accord pour mettre en place une commission commune afin de définir ce que sera la constitution palestinienne. C'est pas de l'humiliation, ça. Imaginez que la France change de constitution, qu'on passe à la 6e République, qui est réclamée par beaucoup de gens. On va demander à des Palestiniens de venir écrire avec des Français la constitution française. Non mais dans quel monde sommes-nous? Par parenthèse, j'ai appris ça alors que se tenait presque dans la clandestinité le grand colloque que on organisait avec le Collège de France sur l'Europe et la Palestine et qui a été interdit par le pouvoir politique. Si c'est pas de l'humiliation, ça aussi. Je vous remercie. Je vous en prie.